Merci de nous rejoindre pour cette deuxième partie de vidéo dans laquelle nous allons poursuivre nos explications sur ce glissement entre donc, la théâtralisation de la vie politique à la française vers cette triste télé-réalité, cette tyrannie de la télé-réalité donc de la vie politique, de notre démocratie qui n'est qu'en lambeaux aujourd'hui, où on a par contre des gilets jaunes qui sont devenus acteurs malgré eux, un petit peu comme l'était le médecin malgré lui de Molière, et puis on a de l'autre côté donc un Emmanuel Macron qui lui joue pleinement son rôle, hein, où il est assimilé à Louis XVI et qui est censé répondre hein, de son acte de haute trahison et être guillotiné donc un certain 21 janvier de l'an de grâce hein, 1793 comme l'était donc Louis XVI justement qui a été guillotiné à cette date-là à cette heure précise de 10 heures. Et pourtant, vous allez le voir, hein, donc Emmanuel Macron n'est jamais à court de ressorts et y compris hein, les scénaristes qui ont pensé à tout. Pensez à tout, pensez aux coups de théâtre justement, hein, créer des coups de théâtre puisque quand on parle de théâtre, eh ben, il faut un coup de théâtre, et là on parle bien d'Uranus, hein, Uranus qui est capable de sidérer, qui est capable de surprendre. Donc là on a bien cette corrélation avec Uranus, avec le Verseau, puisque toute cette partie-là, finalement la politique, la théâtralisation de la politique, ça date depuis très longtemps, on va y revenir, mais c'est vrai que là dans cette séquence-là, 21 janvier donc 2019, donc au tout début hein, du signe du Verseau, on a eu Emmanuel Macron qui a fait un véritable pied de nez donc à son peuple, hein, descendu dans la rue pour demander des comptes et faire partir donc justement M. Macron, donc ce dernier qui paraissait, comme je vous l'expliquais, au bord de la rupture apathique au mois de décembre, hein, c'était sous le cycle Mars-Neptune en Poisson, donc symbole d'illusion, a finalement repris la main, en apparence comme on l'avait prévu avec Mars en Bélier, en recevant le 21 janvier dernier hein, à Versailles, donc le choix de Versailles est symbolique, le 21 janvier également, les as de l'évasion fiscale, nous dit Mediapart. Donc là, il n'y a pas de hasard, hein, c'est quand même difficile à croire que cette date et ce lieu symbolique du château de Versailles aient été choisis, voilà, que ce soit une ironie du sort comme nous l'ont dit les éditorialistes, puisque c'est un petit peu comme ça qu'on nous a présenté les choses. Là, ça commence à faire quand même beaucoup, hein, quand même, quand vous commencez à mettre bout à bout hein, tout ce que je viens de vous dire dans la première partie de vidéo. On pousse quand même un petit peu le bouchon, mais apparemment les gens mordent à l'hameçon, donc tant que je gagne, je joue, comme dirait l'autre. Hein. Donc malheureusement, on voit bien que là, il y a un véritable pied de nez, puisque M. Macron a reçu 50 patrons, donc les as, nous dit-on, de l'évasion fiscale, donc c'est-à-dire cette évasion fiscale hein, qui se chiffre en milliards. Donc c'est cet argent qui fait si cruellement défaut au compte de la nation, et dont justement ben, nos pauvres compatriotes, mais nous tous, hein, tous autant qu'on est, hein, pas seulement les gilets jaunes, on est tous obligés de supporter justement eh ben, ce manque à gagner de ce fameux as de l'évasion fiscale, et justement ce sont ces personnes-là finalement qui sont responsables hein, de la sortie, de la colère jaune de nos compatriotes. Et donc là, on voit bien que c'est un véritable pied de nez, pour ne pas dire autre chose. Hein. Je dirais même que c'est un véritable bras d'honneur, de nouveau, fait aux Français. Vous avez sous les yeux l'article en question. Hein. Donc à Versailles, Macron déroule le tapis rouge aux as de l'évasion fiscale. Donc vous voyez la date comme moi, 21 janvier 2019. Donc là, ça rappelle quand même hein, ce fameux 25 juillet 2018, avec ce fameux « Venez me chercher » lancé sur le perron de l'Élysée, hein, où on avait d'ailleurs le soleil qui était dans le signe opposé hein, à celui qu'on avait donc dans le signe du Verseau, donc ce fameux 21 janvier, le signe de la théâtralité, du coup de théâtre, hein, le Verseau. Et puis on a, de l'autre côté, on avait un soleil qui était en Lion ce 25 juillet 2018, au moment où hein, il a fait cette fameuse tirade, hein, voilà, je n'ai de compte à rendre à personne, venez me chercher, etc. Donc ça a été vécu comme une véritable provocation hein, par les Français au moment de l'affaire Benalla. Donc là, on retrouve à nouveau hein, les mêmes accents hein, sur cet axe-là, donc du spectacle. Le lion, c'est le signe du spectacle, et puis le Verseau, le signe de la théâtralité. Vous le partagez, le point de vue de Dominique Besnéard? Ce qui s'est passé, on voit tous. Il y a eu la droite, il y a eu la gauche, rien n'a marché. C'est le milieu maintenant. Et on s'est dit, on va faire Macron. Et tout le monde a cru à Macron. Moi, quand je l'ai vu dans la cour du Louvre, en plus, comme je suis monarchiste, j'ai trouvé qu'il était très bon dans l'incarnation du corps du roi. J'ai dit, voilà, le mec, il a compris, quoi. Le problème, c'est qu'en fait, c'est des stagiaires.
c'est que les mecs, ils y connaissent rien, ce que disait Dominique. Il y a les mecs, ils ont fait Henri IV, ils ont fait Sciences Po, ils ont fait l'ENA, mais c'est des puceaux. En fait, ils connaissent pas la vraie vie. Mais ouais, tout à fait ça. moi, j'ai commencé à bosser à 19 ans, je peux te dire que je connais la vie, tu vois. Les mecs, on sent bien, ils n'ont pas le contact avec les gens. On a vu une semaine pitoyable avec Macron, c'est un peu comme la fuite à Varennes de Louis XVI. Le type est perdu dans son propre pays. Il erre dans son propre pays. Et les gens l'engueulent. Et les gens l'engueulent. Et il dit rien. Les gens, et on dirait qu'il est là en acceptation. Les Français sont comme ça. Au début, ils y ont cru, puis là, ils voient la réalité du personnage. C'est un type qui a été mis là par le système pour gérer la France dans l'intérêt de Bruxelles. Et ce que je regrette aujourd'hui, je le dis calmement, c'est que le seul idéal de ce pauvre pays, c'est de rentrer dans les 3%. T'imagines, quand on racontera ça dans, je sais pas, dans des années, on dira à l'époque, les Français, ils avaient vraiment une ambition. C'était quoi? Être dans les 3%. C'est pas les Français, c'est son gouvernement, en fait. Parce que nous, on aimerait bien autre chose. Je suis d'accord. Fonctionner comme il faut. Vous avez raison. Quand l'idéal d'un peuple, c'est pas d'être sous les 3%, je pense que Macron est un peu, désolé de le dire, c'est le Gauleiter de Juncker. Et il est là pour faire régner l'ordre de Bruxelles, quitte à ruiner la France. Voilà moi ce que je pense. Ouais, le bec. Mais qu'est-ce que vous racontez, monsieur? Non, ils vont avoir 10, 15 000 euros. Et pour la changer, là, comme ça? Pour la chaudière à fioul, moi j'ai une maison en Normandie, on a dit c'est 15 000 euros. Je veux dire, les gens, ils n'ont pas 15 000 euros à mettre dans des chaudières à fioul. Enfin, d'un seul coup. Alors, si vous n'êtes pas pour vous êtes un sale populiste, c'est-à-dire vous êtes un nazi en quelque sorte, vous êtes comme Marine Le Pen, voilà. Et si vous acceptez pas... Faites gaffe au raccourci, vous allez vexer Nicolas Dupont-Aignan. On se connaît Nicolas, on se connaît. Ce que je veux dire simplement, c'est que si vous n'acceptez pas ces mesures, vous n'êtes pas écologiste. Voilà. Donc si vous n'êtes pas d'accord avec eux, vous êtes un type qui est contre l'écologie et qui est nazi. C'est pas une méthode très intéressante de gouvernement, ça. Alors c'est très intéressant d'analyser cette séquence où on voit monsieur Thierry Ardisson, donc vous voyez le titre déchaîné tir à balles réelles sur Macron et le système. Donc effectivement, il dit très fort, avec beaucoup de force et de conviction, finalement tout ce qu'on dit depuis des mois et des années sur le système, sur le fait que Macron a été parachuté voilà, par Bruxelles, tout ce que l'on a dit, finalement, ça se corrobore. Donc après, c'est toujours surprenant de voir que les vérités sont dites là, à ce moment-là précis. Donc, comme je vous l'ai dit, tout est fait justement pour faire sauter le système aujourd'hui, puisque M. Ardisson, qui est quand même quelqu'un de très intelligent, mais qui fait quand même partie, même si effectivement il est très très convaincant dans sa tirade, il fait quand même partie du sérail de toute façon, même si quand il vous dit oui c'est des stagiaires, etc. Oui, effectivement, comme je vous le disais dans le cadre de la télé-réalité, on prend quelqu'un qui incarne, qui quelque part n'aura pas besoin de beaucoup se forcer pour surjouer son rôle, c'est-à-dire le rôle de quelqu'un mais justement qui joue ce rôle de premier de la classe, de quelqu'un qui a fait les grandes écoles, sans faire injure aux gens qui ont fait les grandes écoles, parce qu'il y a des gens très bien aussi, mais c'est vrai qu'il joue très bien le rôle de quelqu'un qui est déconnecté de la réalité, et donc qui s'encadre, qui s'insère parfaitement dans le rôle de quelqu'un qui, effectivement, qui a aucune compassion pour son peuple, donc qui, justement, incarne Louis XVI. Et c'est là où on voit donc Emmanuel Macron, Thierry Ardisson, pardon, qui vous parle d'Emmanuel Macron en vous disant donc qu'il était dans l'acceptation, qu'il était complètement recroquevillé sur lui-même, et voilà, qu'il prenait les reproches sans rien dire. Il vous jouait finalement la fuite du roi à Varennes. Donc là, on retrouve bien encore la sémantique royaliste. À chaque fois, encore une fois, le Louis XVI, donc qui fuit, et puis qui est finalement la victime, qui est à la fois traître et en même temps victime, et donc qui est perdu dans son propre pays. Donc là, on retrouve bien, encore une fois, la sémantique royaliste. Et la deuxième fois aussi, c'est quand il parle du moment où il a été investi, ce fameux 14 mai, où il nous fait le discours, derrière en toile de fond la pyramide du Louvre, où M. Ardisson, là on a un peu de mal quand même à le croire, même s'il dit avec beaucoup d'aplomb, qu'il a cru que M. Macron allait incarner le roi. Alors là, il dit qu'il est royaliste, pourquoi pas, très bien, mais c'est quand même un peu fort de café pour quelqu'un de très intelligent comme Thierry Ardisson, qui fait partie, encore une fois, je le rappelle, du sérail, du système médiatico-politique. Il sait comment tout ça fonctionne. Donc c'est quand même un peu fort de café de nous dire qu'il était naïf, qu'il fait partie comme la majeure partie des Français, puisque c'est vrai qu'il y a beaucoup de Français qui ne sont pas au fait de ce qui se passe, mais quelqu'un comme M. Ardisson,
qui fait des brillantes d'ailleurs émissions, hein. Quand on regarde, il y a de très 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 bonnes émissions qui sont faites, hein, dans son talk show, où il balance des vérités, comme là d'ailleurs, hein. Mais voilà, c'est pour ça que je vous dis, il y a toujours trois quarts, hein. Là, c'est des vérités qui sont dites à un moment clé, à un instant T de l'histoire, pour faire sauter le système. Donc c'est comme s'il avait l'autorisation de le faire quelque part. Pourquoi ne l'a-t-il pas dit avant? Puisqu'en fait, lui, c'est un animateur, mais il y a quand même des journalistes. Si vous regardez bien comment a été comment a été monté Macron en épingle, on se dit quand même des journalistes qui ont la formation, qui ont tous les éléments nécessaires pour faire de l'investigation, normalement, avant de donner les clés à l'Élysée et de dire à tout le monde, votez Macron, surtout faites ce que vous voulez, mais votez Macron, n'est-ce pas Libération? Normalement, on s'informe, hein, on sait à qui on a affaire, si véritablement c'était vrai. Hein, on sait que c'est quelqu'un qui ne fera pas l'affaire, quelqu'un qui ne tiendra pas la route, quelqu'un qui est trop jeune, quelqu'un qui n'a pas d'expérience, quelqu'un qui est puceau pour reprendre sa propre terminologie. Et donc pourquoi à chaque fois faire la même chose, monter quelqu'un en épingle, vous voyez, circuler, il n'y a rien à voir, alors qu'en fait tout est déjà sur la table, hein. On savait qu'Emmanuel Macron, il avait des connivences, hein, il a toujours assumé, hein, son rôle décomplexé avec le monde de la finance, etc., hein, à chaque fois, et on voit les éditorialistes, hein, et les instituts de sondage qui voilà, qui lui ont donné un temps de parole, qui l'ont monté en épingle pour qu'il passe, pour qu'il soit au pouvoir, pour créer justement ensuite, après, hein, cette descente en flèche. Donc voilà, c'est là où il faut faire la distinction. C'est pour ça que je tenais à vous passer cette séquence, pour vous dire que finalement, vous voyez, il tire à balles réelles, et il y en a beaucoup comme ça. Beaucoup de gens qui font comme M. Ardisson, hein, vous voyez, tout à coup, qui se révèlent là en presque, voilà, qui sont du côté du peuple. Tout ce qu'il a dit, on ne peut que souscrire. Mais voilà, il faut faire preuve effectivement de nuance pour remettre ça dans le contexte général et revenir vraiment en arrière pour voir pourquoi M. Ardisson ou bien d'autres, pourquoi n'ont-ils pas dit ces vérités-là avant. Lui, il vous dit de bonne foi qu'il s'est laissé avoir, mais ça me paraît peu probable, même si, pourquoi pas, après tout, on peut très bien se dire, hein, des gens cultivés, intelligents peuvent très bien se laisser avoir, mais ça me paraît quand même peu crédible, honnêtement, vu l'intelligence, vu la position aussi de ce monsieur-là, hein, qui fait partie vraiment, hein, depuis des années du système. Par contre, c'est vrai, quand il dit que lui a travaillé à l'âge de 19 ans, etc., vous voyez, il faut bien faire la part des choses. Bien sûr qu'il y a des choses qui sont vraies. Mais voilà, on voit qu'il est là, il fait partie il a son rôle lui aussi à jouer pour dynamiter, contribuer aujourd'hui à dynamiter le système, alors que avant personne ne disait rien. Et puis vous avez d'autres qui jouent un rôle de soutien, hein, à Emmanuel Macron. Vous avez pu le voir au travers d'autres artistes, de personnalités publiques qui vont prendre au contraire fait et cause pour lui. Alors là, je vais vous passer une vidéo qui m'a été transmise par un fidèle lecteur du blog, et je sais qu'il regarde aussi très régulièrement les vidéos, et je l'en remercie. Donc, il s'appelle Maître Confucius, qui lui-même fait aussi pas mal d'investigations, fait des recherches de presse, hein. Il m'envoie régulièrement des articles de presse, ce qui me facilite bien la vie, puisque comme j'ai beaucoup de consultations, eh ben, j'ai pas toujours le temps, moi aussi, de faire tout le temps des recherches, donc je voulais quand même lui rendre hommage et lui dire bah, merci de m'avoir envoyé cette vidéo-là qui vient finalement apporter de l'eau à mon moulin. Donc vous allez voir en fait que cette vidéo-là a été tournée le 17 avril 2016 apparemment, et on voit M. Jacques Attali qui était invité dans l'émission C'est Politique, et qui en fait vous disait, hein, vous savez que c'est un spécialiste, hein, des prévisions et prédictions autoréalisatrices, puisque M. Jacques Attali, hein, donc c'est quelqu'un qu'on ne présente plus, c'est une éminence grise, hein, donc un conseiller politique hors pair, hein, quelqu'un de premier plan, mais qui est aussi l'émissaire, hein, en réalité du monde de la finance, même si bien entendu, voilà, il passe son temps à alterner entre la posture du simple conseiller, de l'analyste politique brillant, et puis tout à coup, bon, ben, on le voit, finalement, c'est quelqu'un qui tire les ficelles, mais qui n'a pas la langue dans sa poche et qui dit des vérités. Et d'ailleurs, il avait fait cette prédiction sur Emmanuel Macron 2 ans avant, en disant « Je suis sûr qu'il sera président un jour ». Et il avait même parlé de son potentiel successeur femme, hein. Donc on l'a déjà vu ça dans d'autres vidéos, donc je vous passe l'extrait. Nous espérons une sorte de raz-de-marée pour que le système saute à l'intérieur de ces institutions. Pour qu'il saute et que qui que ce soit, qui soit le prochain président, il applique ce programme ou un programme aussi ambitieux. Nous espérons ce raz-de-marée. Pourquoi on l'espère? Parce qu'aujourd'hui,
on voit bien, les Français demandent un programme ambitieux et ils ne veulent pas des candidats en place. Ils veulent un programme ambitieux. Et ce qui se passe en Nuit debout, c'est la recherche d'un programme ambitieux, même pour l'instant, ça ne s'appelle pas comme ça. Et ils ne veulent pas des candidats. On le voit bien tous les jours, tous les candidats sont... Donc, il y a une demande. Et en général, les Français font ce qu'ils disent. Ils ne veulent pas des candidats, ils veulent un programme. Donc, il y aura un programme et un candidat qui aura un programme. À l'intérieur des institutions. Et si ça n'a pas lieu, et si les Français sont obligés d'élire quelqu'un qui n'a pas de programme et dont ils ne veulent pas, ils seront déçus le lendemain, et je vous le dis, il y aura une révolution dans ce pays avant 2022. Il y aura une révolution dans ce pays. Donc tout ce qu'on fait ici, c'est pour créer les conditions pour que cette révolution, qui n'amènera que le pire, parce qu'elle amènera une réaction dans le sens contraire, qui sera forcément très négative. Tout ce qu'on fait, c'est pour montrer que, oui, vous Français, tous, nous Français, nous voulons un programme présidentiel ambitieux pour 2017. Nous voulons un candidat capable de le porter. Concentrons-nous d'abord sur le programme. Disons aux politiques, nous voulons un programme ambitieux. Ensuite, on verra le candidat. Mais je suis d'accord avec vous pour dire que ce serait mieux si on pouvait changer les institutions. Ce serait mieux si on pouvait avoir un système qui laisse plus de la place à la création d'un consensus, au débat à l'intérieur de la classe politique. Ce qui veut dire qu'il faut poser le problème de l'institution présidentielle. Donc vous avez compris, hein, donc ils ont mis en place un candidat qui n'avait pas de programme, en tout cas qui avait un programme, mais c'est celui qui était déjà ficelé hein, depuis longtemps, mais lui, hein, si vous vous souvenez, il y a eu plusieurs séquences comme ça où M. Macron hein, a eu des absences. Hein, une fois, il disait, même en faisant un discours, hein, « Oh là, j'ai l'impression de ne pas comprendre ce que je lis ». Donc vous voyez, voilà, ça c'est déjà la première chose. Ensuite, Pensée printemps par exemple, hein, les salles qui se vident, où les gens se sont rendus compte hein, du vide sidéral hein, qu'il y avait. Voilà, hein, donc mettre quelqu'un finalement qui a été séduisant, qui a été mis voilà, mis en avant par les médias, pour ensuite après créer ces conditions pour créer une révolution dont parle M. Attali quand même, vous voyez, pratiquement 3 ans avant le début du mouvement des Gilets jaunes. Donc, et d'ailleurs, il vous parle, vous voyez, à la fin, il vous parle de faire sauter les institutions, il faut qu'ils sautent de l'intérieur, et il vous parle après d'un système hein, qui laisse plus de place au consensus. Donc là, finalement, ça semble aller dans le sens de ce qu'on disait hein, par rapport à ce probable régime parlementaire hein, qui pourrait venir par la suite s'insérer, quand une fois on aura la fin de la Ve République, hein, on aura un système parlementaire à l'image finalement de ce qu'ont les Allemands, puisque vous voyez que avec d'ailleurs il y a eu le pacte d'Aix-la-Chapelle, etc. Vous avez vu, hein, donc là vraiment on a ce rapprochement de plus en plus important. C'est historique entre les Français et les Allemands. Hein. Il y a toujours eu ce pacte, notamment à travers l'Union européenne et tout, mais là on voit bien qu'il y a une volonté de fusion, une volonté en fait de changement des institutions, donc ça va bien dans le sens de ce que l'on avait indiqué. Donc on verra bien entendu dans le futur si le plan annoncé hein, sera celui-là, puisque M. Attali est quelqu'un aussi voilà, qui peut être, qui pour moi en tout cas, je le caractérise comme ça, c'est quelqu'un qui est facétieux, donc il faut toujours faire attention, mais en tout cas, vu les derniers développements, vous voyez, il va y avoir une révolution avant 2022, et il vous le dit, hein, ça n'amènera que le pire, donc ça va vraiment dans ce sens-là. Donc tout ça pour dire finalement que, vous voyez, quand on voit que les choses sont annoncées, hein, que finalement ce mouvement est orchestré, donc pourquoi aller dans le sens, finalement on dit combattre l'oligarchie, puisqu'il y a des gilets jaunes hein, qui ont compris que l'ennemi hein, c'était l'oligarchie, et pas que M. Macron, mais que M. Macron en était l'incarnation et le représentant. Pourquoi donc finalement accomplir le dessein que ces gens-là ont voulu? Vous voyez, c'est complètement contre-productif finalement, puisque ça veut dire que vous acceptez finalement le couloir, un peu comme une souris dans les laboratoires, vous acceptez le couloir dans lequel on vous emmène. Vous voyez, c'est complètement ce qu'on disait nous depuis le début, hein, ça paraît complètement fou. Le grand Albert Einstein disait la définition de la folie, c'est de refaire toujours la même chose et d'attendre des résultats différents. Donc c'est exactement ce qui est en train de se passer avec ce mouvement des Gilets jaunes. Là, je vais vous passer un autre extrait hein, où vous voyez à nouveau en 2016, donc M. Jacques Attali, donc c'était dans les beaux jours apparemment, vu la tenue vestimentaire hein, des protagonistes, et donc il vous prédisait à nouveau les Gilets jaunes, donc vous allez écouter.
La France est-elle irréformable, Jacques Attali? Non, la France n'est plus réformable. La réforme, c'est des petites choses de temps en temps. La France a besoin d'un grand choc, elle a besoin d'une révolution démocratique, j'espère, qui aura lieu, j'espère, dans les 100 jours qui suivront l'élection présidentielle prochaine. Mais si on ne le fait pas, alors il y aura une autre sorte de révolution parce que les gens descendront vraiment dans la rue et casseront tout. Et pourquoi ne descendent-ils pas aujourd'hui dans la rue? Enfin, ils descendent un petit peu, mais pas suffisamment pour faire une révolution. Parce que la colère n'a pas monté assez et elle va monter plus. Et vous pensez que dans un an, elle aura monté beaucoup plus, cette colère? En tout cas, il faut qu'elle monte dans un an et être canalisée politiquement. Si on ne la canalise pas politiquement, en raison des injustices extrêmes de notre société, il y aura une révolution un jour et elle sera très brutale. Alors vous dites dans votre livre qu'en fait, il faudrait tout faire en 100 jours. Donc ça voudrait dire qu'en mai 2017, celui ou celle qui serait élu devrait tout faire. C'est possible, comme ça a été fait en 45, en 58 et en 81. Tout faire, tout lancer, de façon à créer les conditions pour que, assez vite après son élection, il ait les moyens d'établir que ce qu'il a fait a eu un impact. Ça demande un sacré courage politique. Ah oui, mais sinon, pourquoi faire de la politique si c'est pas pour le faire avec courage? Quelles seraient les priorités? L'éducation d'abord, l'éducation maternelle, l'éducation tout au long de la vie, la formation des chômeurs, tout le volet d'éducation. La sécurité, défense, justice, ministère de l'Intérieur, prison, il faut gérer mieux, tout ça c'est et la troisième c'est la gouvernance, réduire le nombre de collectivités, supprimer le monopole des élus et des professions qui s'arrogent le pouvoir, réduire le nombre de mandats parlementaires, le nombre de mandats régionaux, et réduire le nombre de collectivités territoriales pour casser le système de professionnalisation de la politique. Et qui pourrait porter ces idées? On verra bien. Pour l'instant, c'est les idées qui comptent plus que les personnes qui les portent. Pour l'instant, il n'y a personne. Pourriez-vous vous présenter? Oui, je pourrais me présenter si, à la fin de l'année, je constate que personne ne porte des idées de changement majeurs. Je pourrais être le porte-parole d'une révolution. Vous pourriez être le porte-parole d'une révolution. Pourquoi êtes-vous si critique à l'égard de la loi El Khomri? Parce que c'est une loi hémiplégique, c'est une loi qui concerne que la flexibilité, pas la sécurité. Si vous faites de la flexibilité sans sécurité, vous êtes très injuste, puisque vous facilitez les licenciements, mais vous ne formez pas ceux que vous avez licenciés pour qu'ils retournent au travail. Donc ça ne marchera pas. Pourquoi justement, alors qu'on sait qu'il faut réformer la formation en France, pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas? Parce qu'elle appartient au monopole, au patronat et aux syndicats qui n'ont aucun intérêt à perdre le contrôle de ce fromage. Et que l'État n'a jamais eu le courage, ni à gauche ni à droite, d'y toucher. Et ça, on peut le débloquer? Évidemment. Il suffit de renationaliser la formation permanente, de faire en sorte que l'État prenne le contrôle et ne supprime la gouvernance par les syndicats. Merci Jacques Attali. Alors peut-être futur candidat? On verra bien en décembre. Merci encore d'avoir été mon invité. Merci à vous de nous avoir suivis et restez avec nous. Donc là aussi, cette interview est très très riche en enseignements, puisque, vous voyez, à un moment donné, l'intervieweuse lui dit pourquoi il n'y a pas de révolution, là, au moment où on se parle. Il y a des gens qui descendent dans la rue, puisque, effectivement, en 2016, il faut se souvenir qu'on avait la fameuse manifestation Nuit debout, Nuit debout, le fameux printemps français dont on a parlé, qui a fait partir Hollande. Mais vous vous souvenez, donc après elle dit pourquoi ça n'a pas assez monté, et lui parle de la colère. Il dit, mais la colère n'a pas assez monté, et il dit, elle va monter. Vous voyez, il dit avec beaucoup de certitude. Donc encore une fois, là il nous parle bien de la révolution, et il dit, je vais être porteur d'une révolution. Il a cité plusieurs fois ce mot-là, révolution. Alors après, ce qui est toujours marrant, c'est quand il vous dit, quand elle lui demande, est-ce que vous pourriez être candidat, et il dit on verra. Bon, ça me fait toujours sourire. D'ailleurs, j'ai cru entreapercevoir un sourire malicieux de sa part, puisque en fait, vous voyez, là comme moi sur la photo, je l'avais déjà montré sur d'autres vidéos. Donc on voit M. Attali, qui en est finalement à son 5e mandat, puisque en fait c'est le parrain sans lequel un président ne peut pas être président de la République française. Il faut être adoubé par donc, M. Attali, qui est le représentant du monde de la finance. Et donc vous voyez aussi, ça c'est la malice de M. Attali, c'est qu'à un moment donné, il vous parle de la loi El Khomri. Donc il vous parle, il émet une critique justifiée quand il vous parle de flexi-sécurité, qui n'a pas le volet sécurité, mais qui a le volet flexibilité, il vous parle d'injustice. Donc là, vous voyez, il se met dans la peau, finalement, du côté du juste, etc., dans la peau du conseiller, quoi. Alors qu'en réalité, lui, avec Alain Minc, avec plein de gens de sa trempe, sont là, de toute façon, pour influencer, voire même plus, les gouvernements, pour finalement qu'ils mettent en œuvre donc ces décisions
politiques, hein, donc qui sont contre les peuples et qui favorisent finalement donc le monde qu'ils représentent, c'est-à-dire le monde de l'oligarchie, la plutocratie, la haute finance internationale. On ne peut pas dire ça encore. Il faut pas voir. encore. Non. Vous savez, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? C'est comme la politique, comme le disait d'ailleurs très justement Arnaud Montebourg hier, ça ressemble beaucoup au théâtre. Là, on a eu un premier, un deuxième acte, peu importe l'acte dans lequel nous sommes, on a frappé les 3 coups et on voit entrer de nouveaux acteurs. Certains anciens, d'autres, de nouveaux personnages qui arrivent. Mais aucun n'a prononcé encore la moindre parole. On ne sait pas encore quelle pièce va être jouée. Donc on ne peut pas juger la pièce sur le nom des acteurs. Je pense qu'il a ce talent. Donc là, vous avez entendu comme moi, hein, c'était une séquence, c'était à l'époque où M. Macron prenait la place de Arnaud Montebourg au ministre de l'Industrie et des Finances. Et donc là, vous voyez qu'il parle clairement de pièce de théâtre. Hein. Donc la politique, c'est comme une pièce de théâtre. Et donc vous avez vu précédemment, donc on a passé plusieurs vidéos pour expliquer que les politiques d'aujourd'hui n'ont plus le pouvoir. Hein. D'ailleurs, ça a été consigné et décrété à plusieurs reprises, notamment par M. Attali, mais également par l'ancienne commissaire européenne. Donc je vais vous passer l'extrait pour ceux qui ne l'avaient pas vu, puisque c'était à l'époque on avait fait la vidéo sur la SNCF. Alors là, je vais vous passer donc la vidéo de Viviane Reding, hein, donc, qui a été commissaire européen, et donc qui expliquait devant l'assistance médusée des parlementaires français donc qu'ils n'auraient plus le pouvoir, qu'ils étaient tout à coup émasculés. Et donc vous allez entendre aussi la voix off qui présente le petit mini-reportage, hein, qui vous parle de révolution silencieuse. Donc là, on a bien le mot révolution, et on a bien le silence, c'est-à-dire le côté caché, donc qui se rapporte à Pluton. Hein. Donc à chaque fois, on a toujours fait cette référence-là à Pluton, donc pour parler de la plutocratie, donc avec Pluton qui, en ce moment, donc, est dans le signe du Capricorne. Signe de cette révolution invisible, le voyage de la luxembourgeoise Viviane Reding, vice-présidente de la Commission européenne, il y a quelques mois à Paris. Les premiers orateurs des groupes pourront interroger nos invités. Invitée dans une annexe de l'Assemblée nationale par les députés français, Reding est venue évoquer les méthodes de contrôle de nos finances publiques. Nous passerons à une phase de questions spontanées. La rencontre est dirigée par Claude Barthelone, le président de l'Assemblée nationale. Sont présents Pierre Moscovici, ministre de l'économie, et Bernard Cazeneuve, alors en charge des affaires européennes. La parole est maintenant à Madame Viviane Reding, vice-présidente de la Commission européenne. Devant tout ce beau monde, la commissaire européenne va être très claire. Selon elle, si l'Europe veut exister et sortir de la crise, les nations doivent obéir à Bruxelles. On a perdu beaucoup de temps. On a perdu 10 ans pendant lesquels on n'agissait pas parce qu'on ne voyait pas la nécessité d'agir en commun. Et il est grand temps de refaire ce temps perdu parce qu'on a vu ce que ça nous coûtait de ne pas avoir mis en place les instruments nécessaires à pouvoir intervenir. Il faut lentement mais sûrement comprendre qu'il n'y a plus de politique intérieure nationale. Il n'y a plus que des politiques européennes qui sont partagées dans une souveraineté commune. Vous comprenez pourquoi on est obligé maintenant d'employer, de forcer le trait du côté théâtral maintenant, pour donner l'illusion au peuple que la France dispose encore de dirigeants donc dignes de ce nom qu'ils ont élus et qui gouvernent encore, alors qu'en fait ce n'est plus le cas. Donc là, pour reprendre ce qu'on disait au départ par rapport au Verseau, donc c'est un signe qui est généralement effectivement très concerné par les projets à dimension collective, comme il adore se mettre en scène, y compris sur la scène médiatico-politique, et c'est vrai que l'un des Verseaux les plus célèbres et les plus emblématiques, qui a fait autant carrière qu'en politique que sur les planches, en tant qu'acteur de théâtre, c'est Bernard Tapie. D'ailleurs, le film de sa vie, avec ses rebondissements, pourrait d'ailleurs un jour faire l'objet d'une adaptation cinématographique, tant les rebondissements et les frasques ont défrayé la chronique, les chroniques notamment judiciaires. Alors un autre animal politique du signe du Verseau, qui a su se faire une place au soleil, sous le crépitement des flashs et des projecteurs, avec beaucoup d'opportunisme. Donc il a su dompter la machine médiatique. C'est Nicolas Sarkozy d'ailleurs, qui a fait
l'objet d'une adaptation cinématographique donc, dans ce film qui s'appelle La Conquête. Hein. Donc là, vous voyez l'acteur d'ailleurs qui cette fois-ci jouait le rôle de Nicolas Sarkozy. Écoutez, comme je vous ai écouté avec intérêt, on est convaincu que ce qu'il faut faire, ce n'est pas ce que vous proposez. D'abord, je vais vous dire quelque chose, je trouve toujours choquant et blessant de s'arroger le monopole du cœur. Vous n'avez pas, M. Mitterrand, le monopole du cœur. Vous ne l'avez pas. J'ai un cœur comme le vôtre qui bat sa cadence et qui est le mien. Vous n'avez pas le monopole du cœur. Et ne parlez pas aux Français de cette façon si blessante pour les autres. Pour sa grandeur. Au revoir. Donc là, vous avez reconnu avant Nicolas Sarkozy, c'est vrai qu'il y avait Valéry Giscard d'Estaing. D'ailleurs, Nicolas Sarkozy a souvent été comparé à Valéry Giscard d'Estaing. Il n'y a pas de hasard puisque Valéry Giscard d'Estaing est du signe du Verseau. C'est vrai qu'il a su très vite s'approprier l'outil télévisuel, notamment au cours du grand débat de la présidentielle de l'entre-deux tours, pour remporter l'élection de 1974. Donc vous avez vu cette tirade face à François Mitterrand qui, à l'époque, lui, n'était pas encore rompu à ce genre d'exercice et qui était très mal à l'aise. Et puis vous avez vu dans une deuxième séquence, c'était la fin de son mandat, où on peut dire qu'il soigne sa sortie. Donc ça a été beaucoup repris, notamment dans les émissions de télé comme Arthur. Hein, d'ailleurs, ça fait souvent rire, puisque, on peut dire que là, cette fois-ci, la sortie, elle était soignée, c'est vrai, mais elle était un petit peu trop surjouée. En tout cas, elle était théâtrale, donc là, ça correspond bien, effectivement, donc, au côté Verseau dont on parlait. Alors, il faut savoir qu'avant la prépondérance de la télévision dans la vie publique, la politique a toujours été un grand théâtre, à l'image de la forme et l'architecture de l'hémicycle, de l'Assemblée nationale, où siègent nos 577 députés. Donc notre vie publique dite démocratique a été conçue comme une immense pièce de théâtre dans laquelle les acteurs de la politique se succèdent pour poser des questions, débattre et faire des discours, des tirades et des joutes verbales que Molière n'aurait pas renié. D'ailleurs, certains discours ou répliques atteignent de telles envolées lyriques qu'elles enflamment l'auditoire au point de se finir en apothéose, comme au spectacle, par un tonnerre d'applaudissements et parfois même avec une standing ovation. Et là, on a encore une fois une Verseau. Donc Christiane Taubira, née le 2 février, d'ailleurs comme Valéry Giscard d'Estaing, 2 février, mais cette fois-ci 1952. Donc il avait fait un discours remarqué au moment du mariage pour tous. Donc là, on retrouve bien aussi dans l'idée du mariage pour tous, l'idée de liberté, donc aussi de dépoussiérer les institutions, donc le mariage qui est une vieille institution, donc dépoussiéré par donc l'Uranus, qui était à l'époque encore en bélier, comme aujourd'hui, mais plutôt au milieu du guet, au moment de l'instauration de cette loi qui est entrée en vigueur, il me semble, de mémoire, en 2013. Donc là, on retrouve bien aussi l'idée de mariage de personnes de même sexe. Donc là, on retrouve aussi le Verseau, signe de la singularité, qui se singularise, y compris dans sa manière de vivre l'amour, une manière originale et une manière libre. Cette loi a été très très controversée, donc on retrouve bien la controverse d'Uranus, donc il y a toujours cette facette, cette double facette, ce côté ambivalent, donc ce côté aussi choquant pour certains, une partie de la population qui était effectivement choquée. Alors pour expliquer cette théâtralisation, il suffit aussi de se pencher sur le thème de notre chère France de la Ve République, donc qui est en difficulté en ce moment et qui vit qui est au crépuscule peut-être de sa vie. Donc on voit, c'est un thème balance, bien sûr, vous le savez, mais également qui est marqué par un milieu du ciel en Verseau. Donc le milieu du ciel, que ce soit dans un thème individuel ou collectif, là c'est le thème fondateur d'un pays. Donc on parle bien de la vie publique. Donc pour un thème individuel, c'est la carrière, le destin, et là pour un thème, pour un pays, c'est la vie publique. Donc là on retrouve bien en Verseau, d'ailleurs le Verseau, qui est le signe de la fraternité, qui est le signe de l'égalité et le signe de la liberté. Donc on retrouve bien d'ailleurs la devise de notre République. Donc voilà la devise qui est écrite sur tous les frontons des édifices de notre République. Et on a d'ailleurs Saturne qui fait écho avec la maison 10, puisque le milieu du ciel c'est aussi la maison 10,
hein, et qu'on retrouve en Sagittaire, donc qui est valorisé dans le thème, qui forme d'ailleurs un cycle avec Uranus. Et donc on retrouve bien donc, Saturne qui représente bien l'État, hein, qui est d'ailleurs le deuxième maître, hein, du signe du Verseau. Alors avant même, hein, que la Ve République soit fondée, donc ce fameux 28 septembre 1958, hein, il y a eu d'autres républiques avant, hein, il y a eu la première, juste après la Révolution française, Première République, puis ensuite on a eu la deuxième, et ainsi de suite. Hein. Et donc avant même cet épisode-là, hein, on avait déjà des représentants politiques, hein, des autres régimes, donc des autres républiques qui étaient déjà passés maîtres dans l'art de discourir. Hein, on a notamment d'ailleurs l'auteur qui s'appelle Jean Garrigue, donc qui a répertorié les plus grands discours des parlementaires, donc qui ont jalonné notre vie politique avec des débats enflammés dans l'hémicycle, hein, donc qui racontent non seulement l'histoire de la vie parlementaire, mais aussi l'histoire de France, de ce qu'elle a de plus grand et plus fort, nous dit l'auteur. Hein. Donc c'est vrai que cet auteur-là, du livre, hein, le discours des parlementaires de Mirabeau à nos jours, nous explique que dès la Révolution française, d'ailleurs, on peut le souligner au passage, hein, c'est produit pendant la période où on découvrait Uranus, l'astre qui gouverne le Verseau. Hein, le Parlement s'est imposé comme le cœur de notre démocratie représentative, donc on a pu y voir de nombreux acteurs de la vie politique y passer, donc de Mirabeau à Talleyrand qu'on a cité tout à l'heure, en passant par Danton, hein, donc Danton et Robespierre, Saint-Just, qui ont fait partie, hein, des personnages historiques de la Révolution française, Chateaubriand, Lamartine, Victor Hugo. Donc on avait, c'est vrai, beaucoup d'auteurs, hein, d'écrivains, illustres écrivains qui sont passés, qui étaient des politiques, et donc qui ont marqué de leur empreinte l'histoire parlementaire, donc qui effectivement est présentée comme le ciment de notre démocratie. Donc c'est vrai que ça contraste beaucoup avec les hommes politiques d'aujourd'hui, les hommes et les femmes politiques d'aujourd'hui qui sont, vous avez pu le constater, à l'image d'Emmanuel Macron et bien d'autres, hein, même depuis Nicolas Sarkozy, on a senti aussi le niveau, hein, extrêmement baissé, hein, puisque avant on avait quand même des Gambetta, on avait aussi des Jules Ferry, alors Georges Clemenceau, Jean Jaurès, Aristide Briand, Léon Blum. Donc voilà, vous avez quand même des gens quand même qui étaient des sommités à l'époque. Hein. Philippe Seguin qui avait prononcé un excellent discours aussi, etc. Même Christiane Taubira qui était plutôt récente, elle a fait en termes de discours, si on parle vraiment de la forme et sans parler du fond bien entendu, eh ben, c'était quand même un discours de très très haute volée. Donc voilà un petit peu donc comment les choses étaient avant et comment elles le sont aujourd'hui. Alors comment on est passé justement de cette théâtralité à la télé-réalité, et bien là, il suffit de se pencher sur l'outil, hein, donc, qui a permis donc ce passage-là, cette transition-là, qui est un outil qui est étroitement relié à Uranus, encore une fois, c'est l'outil télévisuel, hein, c'est la télévision, donc qui depuis les années 30 et jusque dans les années 80, donc c'était une invention qui a profondément changé, donc a été un acteur essentiel de la vie politique, sociale, culturelle, hein, des régimes politiques occidentaux. Donc cette évolution et même cette révolution s'est déroulée en plusieurs phases. Comprendre très sommairement, hein, quelles ont été l'influence des planètes, donc au travers justement de cette évolution. Donc là j'ai repris la carte de la Ve République tout en sachant bien entendu que c'est juste un exemple, c'est juste pour avoir une trame, pour avoir un support. Mais voilà, c'est pour que vous puissiez visualiser, hein, les transits, notamment bien sûr d'Uranus, puisque c'est le fil rouge pour pouvoir comprendre en fait ces évolutions-là. Donc on a eu, dès les années 30, donc, la télévision c'était encore à l'époque une phase d'expérimentation technique où la majeure partie des gens en fait percevaient d'abord, avant tout, la télévision comme un facteur de loisir. Mais on a eu très vite, hein, 3 ans après, donc en 1936, on a eu le Troisième Reich. Et pendant les Jeux Olympiques, hein, de Berlin, donc le potentiel de la propagande nazie donc, a été perçu, en tout cas par le régime nazi, et donc pour utiliser la télévision à des fins de propagande. Et là, c'est intéressant aussi de faire le lien avec ce qu'on disait dans la première partie de vidéo, par rapport à Uranus, le transit d'Uranus en taureau. Donc, puisque, comme vous le savez, Uranus est sur le point en ce moment, hein, de faire son transit dans le signe du taureau, puisqu'il flirte vraiment avec la fin du signe du bélier.
Et à l'époque, en 1936, on parle de propagande. Et là, vous voyez, on avait Uranus qui était déjà de plein pied en 1936, puisque Uranus a commencé son transit au mois de juin 1934. Donc on avait bien Uranus en transit, en taureau, à cette époque-là. Donc vous voyez, tout à l'heure, je vous ai montré une photo où vous aviez sur BFM TV, alors, il y avait une question qui était posée, est-ce que Emmanuel Macron ne fait pas de la propagande, etc. Et puis là, même d'ailleurs, on a même un article de presse donc, qui est paru aujourd'hui ou hier, donc qui vous parle, toujours sous une forme interrogative, est-ce qu'Emmanuel Macron n'utiliserait pas le grand débat national pour faire sa propre promotion, finalement sa propre propagande, quoi. Donc, quoi qu'il en soit, donc c'est vraiment après la Seconde Guerre mondiale qu'on a un décollage avec la mise au point de contenu, avec des émissions aussi. Donc aux USA, donc l'industrie de la télé et l'industrie audiovisuelle se développe vitesse grand V. Et là, vous avez tous les grands networks, les réseaux, qui occupaient au départ d'abord le paysage plutôt radiophonique, avec les groupes comme NBC, comme CBS qui existent encore aujourd'hui, ABC, qui se lancent dans l'aventure cathodique, qui passe de la radio à la télévision. Il n'y a qu'un pas, puisque Uranus, d'ailleurs, gouverne les deux inventions, les deux innovations, donc, qui sont la télé et la radio. Donc la télévision prend alors sa dimension commerciale, donc qui est financée par la pub. Et là, à l'époque, dans les années après la Seconde Guerre mondiale, où on a ce décollage, on a Uranus qui transitait dans le signe du Gémeaux, donc qui est le signe lié aux échanges, au commerce, à l'animation. Et donc on verra après ensuite dans les années 50, Uranus qui transite le Cancer, donc qui est le signe de la famille. On voit la télévision qui s'implante, surtout aux USA, qui se démocratise. D'ailleurs, vous remarquerez que le thème fondateur des USA, donc a été fondé le 4 juillet 1776, donc sous le signe du Cancer, on retrouve bien Uranus qui était donc dans le signe du Cancer, donc qui a permis justement cette implantation rapide et cette démocratisation, où ils étaient les précurseurs au niveau de la télévision. Alors après, c'est vrai qu'on a eu ensuite Uranus, d'ailleurs, dans les années 50, donc là, vous le voyez, puisque la date, c'est 1958, donc on avait Uranus, là, qui était au milieu du guet, dans le signe du lion. Donc là, on voit que la télévision est encore réservée à l'élite. Aux États-Unis, en tout cas, elle était déjà bien avancée, bien démocratisée, mais en France, c'était encore réservé à vraiment une petite élite. D'ailleurs, Uranus, là, on le voit dans le signe, encore une fois, du spectacle, face au Verseau, donc le signe de la théâtralité, où on retrouve finalement aussi le corollaire du théâtre et du spectacle, etc., c'est le cinéma. Le cinéma qui s'est énormément développé dans les années 50, 60, d'ailleurs avec là vous avez les grands films avec les très grands acteurs, les Cary Grant, etc., de l'époque, donc qui font d'ailleurs la joie encore aujourd'hui des grands amateurs, des grands cinéphiles. Donc vous avez ensuite dans les années 60, donc la télévision qui devient en fait le média dominant et la première source d'information. Donc là, la maîtrise de cet outil devient un enjeu politique et une bataille culturelle de premier plan, avec son entrée en vierge. Donc elle fait désormais partie de la vie quotidienne aux USA. Les USA, bien sûr, toujours précurseurs, mais vous avez tout doucement, mais sûrement, donc la télévision qui s'impose dans les foyers français. Et puis dans les années 70, donc le modèle français de la télévision publique contrôlée par l'État est remis en cause. Vous avez l'audiovisuel qui est déréglementé, qui s'ouvre aux nouvelles technologies et est transformé par la vague du libéralisme politique et économique des années 80. Donc là, quand on parle de Uranus, qui effectivement transitait dans les années 70, qui transitait dans le signe de la Balance, le signe effectivement de la Ve République, de la France de la Ve République. On avait d'ailleurs Pluton qui était au tout début du signe, et puis on avait Uranus au milieu des années 70, qui était déjà sur le point, plutôt vers la fin du signe de la Balance. Donc là, on retrouve bien une corrélation entre justement cette vague de libéralisation, la remise en cause de la télévision d'État, et la privatisation progressive des canaux de diffusion, des chaînes. Et puis ça va se poursuivre ensuite après dans les années 80 avec Uranus qui va transiter le Scorpion,
Hein, on assiste à une redéfinition complète des contenus politiques et culturels dans un contexte de développement des chaînes privées notamment, par l'essor notamment par la suite du câble, des chaînes cryptées, notamment vous avez Canal+, vous vous souvenez, dans les milieu des années 80, du satellite aussi qui arrive très très vite. Le satellite, on peut le relier ensuite dans les années très vite, on a eu Uranus après qui a transité aussi le Sagittaire. Et donc là, le Sagittaire, c'est le signe de l'internationalisation. Donc là, on a eu effectivement donc une ouverture avec le satellite qui permet à de nombreuses personnes de choisir leur contenu et de pouvoir regarder une télévision à l'étranger. Donc voilà un petit peu déjà les premières évolutions avec Uranus, et donc ça va continuer comme ça. Donc ensuite on a eu Uranus, le plus important c'est quand Uranus est revenu en fait dans son signe de prédilection, donc fin des années 90, début 2000, d'ailleurs où il était en conjonction, il occupait la même place que Neptune aussi, et donc là où on a eu d'ailleurs la mise en lumière, l'avènement des programmes de télé-réalité. Télé-réalité, les réseaux sociaux, tout s'est mis en mouvement. Ça, on en a déjà parlé dans nos chroniques précédentes, notamment même sur le Nutella. Et donc, c'est à ce moment-là, donc on a eu, notamment au début des années 2000, on a eu un bond en avant spectaculaire, et notamment sur le plan politique, on a eu un mélange des genres avec ce qu'on a appelé la pipolisation de la vie politique. Vous avez d'ailleurs un article qui confirme ce que l'on vient de dire. D'ailleurs, on voyait, si vous vous souvenez, ça c'était plutôt à la fin des années 2000, au cours de la présidence Sarkozy, on voyait Carla Bruni, l'idylle de Carla Bruni et Nicolas Sarkozy. Donc c'était en 2008. Au début de leur idylle, on les voyait à Euro Disney, etc. Donc c'est là où on est rentré, on a eu Pluton qui entrait en Capricorne, donc il prenait le pouvoir donc définitif, c'est-à-dire que le pouvoir a été... au fur et à mesure du temps, égratigné, a été trusté par, justement, la plutocratie. Mais ça s'est fait progressivement tout au long du cycle de Pluton. Mais c'est vraiment quand il y a eu cette entrée de Pluton dans le signe du Capricorne que vraiment, définitivement, il n'y avait plus de pouvoir. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que vous avez vu la vidéo sur Viviane Reading, qui vous explique les élus, en fait, n'ont plus de pouvoir, qu'il faut comprendre maintenant que les politiques, il n'y a plus de politique intérieure, etc. Et puis vous avez eu, d'ailleurs, je vous avais passé aussi une vidéo sur Jacques Attali, qui lui-même disait « les politiques n'ont plus le pouvoir ». Et donc, vous voyez que ça correspond bien aussi à cette idée, là, on a eu au tout début, qui préparait la phase suivante, l'idée de pipolisation. Donc on vous explique qui s'est forgé au cours des années 2000 par un empilement de significations successives à l'approche de l'élection présidentielle française de 2002. Donc elle commence par désigner l'investissement des médias people par les responsables politiques et leur entourage. À partir de 2003, elle exprime aussi l'alignement de l'ensemble des médias sur les formes et les contenus de la presse people. Enfin, à compter de l'année 2005, le terme englobe non seulement des rapprochements bilatéraux entre responsables politiques et personnalités du sport et du show business. On avait vu ça d'ailleurs avec Jacques Chirac, déjà avant même. Ça c'était déjà même dès 1998, avec la Coupe du Monde. Encore que les présidents de la République souvent sont proches, depuis très longtemps, ils descendent dans l'arène pour saluer les joueurs, etc. Ça existe depuis toujours, mais on commençait déjà à voir les signes avant-coureurs. Mais la nouveauté, en fait, dans ces années-là, c'est qu'on a le dévoilement de la vie privée des élus sans leur accord, apparemment, selon des processus de scandalisation qu'on retrouvait justement chez plutôt les acteurs. Donc là, la méfiance de la recherche française est ensuite liée à la faible légitimité culturelle des médias people, accusés d'être sinon le moteur, du moins la source d'inspiration, de la vedettisation et de l'héritage de la vie privée en politique. Donc c'est le procès du nivellement par le bas et du mélange des genres, intenté à la pipolisation de la vie politique, y compris par ces trois acteurs, hommes politiques, médias et opinion publique. Enfin,